Rebonjour, toujours dans le cadre de ces conférences à distance sur le module droit social pour les étudiants du S3 de la faculté de droit de Meknès. Et comme convenu, avant de commencer le cours, je réponds aux questions qui m'ont été posées et j'ai constaté qu'il y en a deux sur le Facebook et qu'il n'y en a pas sur le groupe WhatsApp. Alors, il y a une question qui m'a été posée sur un salarié qui, selon la demoiselle, peut être atteint d'un cancer et qui peut s'absenter pendant 3 années. Tout dépend, mademoiselle, de la raison ou du motif ou des circonstances où ce salarié a eu ce cancer. Il peut s'agir d'un cancer de poumon suite à une fréquentation pendant une certaine durée d'un produit qu'on appelle l'amiante. Et puisque l'amiante est un produit cancérigène, donc la maladie, le cancer que le salarié a eu, il l'a eu suite à la fréquentation de ce produit-là dans le cadre de son travail. Et par conséquent, c'est une maladie professionnelle. Dans ce cas-là, peu importe la durée, la guérison le salarié. Il a besoin de radiothérapie ou de chimiothérapie ou autre pour guérir pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, peu importe la durée. Après la consolidation de ses blessures ou la guérison de sa maladie, il peut reprendre son activité. Lorsqu'il s'agit d'une maladie professionnelle. Mais malheureusement, lorsqu'il s'agit d'une maladie normale, dit le salarié, c'est-à-dire il a été atteint d'un cancer, peut-être même d'une manière héréditaire ou en toute circonstance, en dehors de son travail, en dehors de son activité. Le code du travail est clair. Lorsque le salarié est absent au-delà de 180 jours consécutifs pendant une année, 180 يوم مسترسله ماشي يغيب 6 ايام ويعاود يرجع 10 ايام ويعاود يرجع ونجمعوا 180 يوم. Il faut que ça soit 180 jours continus dans un intervalle de 365 jours. Au bout de la 181e journée, bien entendu, comme je l'avais dit tout à l'heure, il est considéré comme étant démissionnaire. Malheureusement, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les dispositions de l'article 272. Certes, peut-être vous avez posé la question par rapport à certaines de vos connaissances, dans certains établissements publics, il est vrai qu'il y a des dispositions particulières. Les entreprises qui sont régies par des statuts particuliers, les entreprises de l'État, la Royal Air Maroc, qu'est-ce que j'en sais, l'ONCF, etc., l'ADM, etc., ils ont des statuts particuliers qui apportent des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le Code du travail. Et je sais que plusieurs statuts particuliers, justement, soutiennent le salarié en cas de maladie chronique ou en cas de maladie dure telle que celle que vous avez définie. Mais la règle générale, le droit commun pour un salarié lambda dans toutes les entreprises, en dehors de celles qui sont régies par un statut ou par une convention collective ou un règlement intérieur ou un contrat de travail qui prévoit le contraire, la longue maladie du salarié veut dire une maladie qui dépasse 180 jours, quelle que soit la nature de cette maladie. Au-delà de cette période-là, le salarié est considéré comme étant démissionnaire. Deuxième question qui m'a été posée sur la robotisation et ses effets pervers sur le contrat de travail. La robotisation est un terme qui a été convenu dans le cadre du Code du travail par un autre mot. En fait, le mot qui a été choisi par le Code du travail pour définir la robotisation, c'est l'article 66 du Code du travail qui parle plutôt de licenciement pour des raisons technologiques. La robotisation est une forme de nouvelle technologie. Et par conséquent, lorsqu'on apporte un robot dans l'entreprise pour remplacer des gens qui exercent la même activité, il s'agit là de l'apport d'une nouvelle technologie qui a été la responsable du licenciement. Et par conséquent, on applique ce type de licenciement, à savoir le régime des licenciements pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles, qui obéit à des règles particulières, je l'avoue, plus protectrices que celles qui portent sur le licenciement individuel. Soit
par des raisons d'aptitude ou d'inaptitude, soit pour des raisons disciplinaires. Les mesures qui portent sur le licenciement pour des raisons économiques, technologiques, structurelles, comme on va le voir tout à l'heure, sont beaucoup plus protectrices que celles qui portent sur le licenciement individuel. Mais la robotisation, la nouvelle technologie, il a pris son chemin. Personne ne peut l'arrêter. Et de toute façon, aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a même un nouveau phénomène qui a vu le jour, à savoir le travail à distance. Covid nous a montré nos points forts et nos points de chute également. Il a montré nos points forts et nos points de faible également. Et par rapport à un point fort, nous avons un équipement Internet pratiquement qui envahit l'ensemble du Maroc dans tous les territoires, sauf bien entendu des territoires reculés, et qui peuvent permettre aux salariés d'être des salariés à domicile, c'est-à-dire des salariés qui travaillent à distance, ou qui travaillent à travers leur ordinateur, le télétravail. C'est devenu un phénomène également lié à une autre forme de robotisation par le biais de l'informatique et des ordinateurs qui sont devenus tellement petits, tellement réduits, tellement puissants, avec la 4G et bientôt la 5G qui va rentrer en jeu et qui permet des merveilles dans ce monde qui n'arrête pas. Enfin, dans la révolution, on parle carrément de la 5e révolution, la révolution informatique. Donc, rupture, pour revenir aux éléments où nous sommes arrêtés tout à l'heure, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. J'ai dit qu'il peut s'agir soit des raisons liées à l'aptitude ou l'inaptitude du salarié. L'aptitude qui peut être physique, c'est-à-dire l'état de santé du salarié qui ne lui permet pas de continuer à satisfaire l'exercice de son activité, l'exercice de l'activité pour laquelle il a été embauché. Comme il peut s'agir de son inaptitude professionnelle. Professionnellement, avec les nouvelles technologies, encore une fois, il devient inapte à continuer à travailler. Dans ce cas-là, le Code du travail permet à l'employeur de licencier. Mais en tout état de cause, là, nous avons un principe général du droit du travail. Aucun licenciement ne peut avoir lieu s'il n'est pas fondé sur un motif, et ce motif doit être un motif valable. Au Maroc, si l'employeur souhaite mettre fin au contrat de travail, encore faut-il qu'il invoque un motif. Et ce motif, nous dit le code du travail, doit être un motif valable. En France, on appelle ce motif le motif réel et sérieux. Au Maroc, on a repris la terminologie de la convention numéro 158 de l'OIT qui parle, elle, du motif valable. C'est la même expression que le code du travail a réitéré. Ce motif valable ne peut pas être lié à certaines choses qui sont interdites de par les dispositions du Code du travail, qui ne le considèrent pas comme étant jamais des motifs valables. C'est l'article 36 du Code du travail qui définit les motifs qui ne sont pas valables. Ne constitue pas des motifs valables de prise de sanctions disciplinaires ou de licenciement l'affiliation syndicale ou l'exercice d'un mandat de représentant syndical. On ne peut pas dire à une personne parce que vous êtes devenu syndicaliste ou que vous avez exercé une activité syndicale ou vous êtes devenu délégué syndical, par conséquent, je vous licencie. C'est interdit de par l'article 36 du Code du travail qui ne considère pas ce fait-là comme étant un motif valable. Deuxièmement, la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou avec le consentement de l'employeur ou conformément à la convention collective de travail ou au règlement intérieur durant les heures du travail. Participer à une réunion au sein de l'entreprise en dehors du travail ou avec l'accord de l'employeur pendant les heures de travail ne peut pas également constituer un motif valable de licenciement. Troisième motif qui ne peut en aucun cas être considéré comme étant un motif valable. Le fait d'avoir déposé une plainte contre l'employeur ou avoir participé à des actions judiciaires contre l'employeur. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de la preuve, le salarié peut demander à un de ses collègues
de venir avec lui devant le tribunal pour témoigner qu'il travaille pour le compte de l'employeur. Ce salarié-là qui témoigne en faveur de son homologue, de que son collègue, le salarié ne peut pas être licencié parce qu'il a témoigné contre l'employeur. L'article 36 indique que le fait d'avoir déposé une plainte ou d'avoir participé à des actions judiciaires contre l'employeur dans le cadre des dispositions de la loi ne peut en aucun cas constituer également un motif valable. Quatrièmement, la race, la couleur, le sexe, la situation conjugale, les responsabilités familiales, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale ne peuvent également pas être un motif valable de licenciement. Et enfin, le handicap, le handicap, dans la mesure où il ne fait pas obstacle à l'exercice par le salarié handicapé d'une fonction adéquate au sein de l'entreprise. Ces motifs-là, de par l'article 36 du Code du travail, ne peuvent en aucun cas constituer un motif valable. Mais en dehors de celle-ci, il est interdit à un employeur de licencier un salarié sans qu'il puisse y avoir un motif valable. Si jamais il n'y a pas de motif valable, on dit que le licenciement est un licenciement abusif. Il faudra obligatoirement que l'employeur invoque un motif valable. Faute de quoi, le licenciement est abusif. Mais par contre, le salarié, lui, lorsqu'il souhaite mettre fin au contrat de travail par la démission, il n'a pas besoin d'invoquer un motif valable. Il est libre de le faire sans qu'il puisse justifier le pourquoi de la chose. Donc nous avons indiqué tout à l'heure qu'il y a des faits qui sont liés à la situation du salarié, aptitude ou inaptitude, d'autres faits qui sont liés à la conduite du salarié, faute grave commise par lui, ou des faits qui sont liés à l'entreprise, restructuration, crise économique, crise financière, etc. Mais il se peut également que le salarié ait commis des fautes, mais qui ne sont pas graves. Des fautes légères. Des fautes qui ne sont pas de nature à conduire l'employeur à prononcer la sanction ultime, à savoir le licenciement. Un salarié qui est venu en retard, par exemple, 5 minutes. On ne va pas licencier un salarié parce qu'il est venu en retard, quand même 5 minutes. Mais il y a lieu également de le sanctionner parce qu'il a commis une faute. L'article 39 du Code du travail nous indique que l'absence plus de 4 jours, c'est-à-dire l'absence de moins de 4 jours, n'est pas considérée comme étant une faute grave. Un salarié qui s'absente une journée, et quelques mois plus tard une autre journée, et quelques mois plus tard une troisième journée, ou encore 3 jours à la fois, n'est pas considéré comme ayant commis une faute grave. Pour qu'on soit en présence d'une faute grave, il faut qu'il ait consommé 4 jours d'absence. Ce n'est qu'à partir du 5e que l'employeur peut considérer que cette absence-là constitue une faute grave qui justifie le renvoi du salarié immédiatement, sans indemnité, sans préavis. Donc une absence de moins de 4 jours n'est pas une faute grave, c'est une faute légère. Plusieurs, comment dirais-je, des insultes entre salariés dans la chaîne sans qu'il y ait perturbation de l'entreprise. C'est une faute. Parce que le Code du travail indique que les insultes graves, mais quel est le degré de la gravité? Une faute, une insulte grave ou la moins grave. Certains insultes, sont tolérés, mais qui ne le sont pas. Qu'est-ce que j'en sais moi? À Rachidia ou ailleurs. Donc c'est au juge de décider quel est le degré de la gravité de l'insulte pour que celle-ci soit de nature grave ou pas. C'est la raison pour laquelle le Code du travail distingue entre les fautes graves et les fautes légères. Est-ce que le Code du travail a donné une définition à la faute légère et à la faute grave? Pas du tout. C'est la doctrine et la jurisprudence, encore une fois, qui ont donné des définitions à ces deux notions de faute. Sachez qu'il n'est pas du rôle de législateur de donner des définitions. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa mission.
c'est au rôle, ça revient à la jurisprudence ou à la doctrine de donner des définitions aux différentes institutions. Mais ce n'est certainement pas le rôle du législateur. Ce faisant, la doctrine indique qu'est considérée comme faute grave la faute qui rend impossible le maintien du salarié, même pendant la durée de préavis. Même pendant le préavis, on ne peut pas le garder de l'entreprise. Il est d'une telle gravité qu'il faut que le salarié quitte l'entreprise immédiatement. On ne supporte pas qu'il reste 5 minutes de plus au sein de l'entreprise après la faute grave. C'est une faute d'une telle gravité qu'il rend impossible le maintien du salarié, même pendant la période de préavis. Alors que la faute légère, je peux vous dire qu'au contraire de la faute grave, c'est une faute commise par le salarié, mais sa gravité laisse penser, laisse présager, laisse envisager la continuité de la relation de travail. Il n'a pas d'effet sur les possibilités à ce que le salarié continue à exercer son activité au sein de l'entreprise. Un retard de 5 minutes, de 10 minutes. Oui, c'est une faute, mais il n'est pas aussi grave. Oui, il a insulté, mais une grave insulte. Oui, mais il ne l'a pas boxé. Donc c'est des fautes, mais des fautes légères. Il y a un troisième type de faute qui n'existe plus au Maroc, mais qui existe en France et qu'avait connu le législateur d'avant, mais pas le Code du travail. Il s'agit de la faute lourde, la faute inexcusable. Dans l'ancienne législation, il y avait un dahir, le dahir sur les congés payés, qui indiquait que l'employeur doit payer à son salarié qui quitte l'entreprise une indemnité compensatrice du congé payé, le congé littéral, sauf s'il a commis une faute lourde. Dans ce cas-là, l'employeur peut lui sucrer, peut ne pas lui payer l'indemnité compensatrice du congé annuel. Ça n'existe pas. Dans le cadre du nouveau Code du travail, cette faute faute lourde a été supprimée du Code du travail. Mais il existe dans plusieurs législations. Qu'est-ce qu'une faute lourde? Donc nous avons la faute légère, le khata al-khafif, qui laisse présager le maintien du salarié dans son activité au sein de l'entreprise. La faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié même pendant le préavis. La faute lourde. Qu'est-ce qu'une faute lourde? Le professeur Gérard Dioncan, grand professeur éminent du droit du travail en France, définit la faute grave avec un jeu de mots. La faute grave est plus grave que la faute grave. La faute lourde, pardon. La faute lourde, elle est plus grave que la faute grave. C'est-à-dire, le degré de la gravité de la faute lourde est beaucoup plus puissant, beaucoup plus important, beaucoup plus accentué qu'une simple faute grave. Une autre partie de la doctrine, il indique que la faute lourde, il est équivalente au dol. C'est presque un dol. D'autres parties de la doctrine la définissent comme étant une faute qui est proche d'une infraction pénale. Entendez par là que la faute lourde est une faute d'une grande gravité par rapport à une faute grave. Je vous donne un exemple. Le règlement intérieur indique qu'il est interdit de fumer dans l'entreprise. Le fait de fumer dans l'entreprise n'existe pas, ne constitue pas une faute grave dans le Code du travail. Mais plusieurs règlements intérieurs indiquent qu'il est interdit de fumer au sein de l'entreprise et il y a des endroits réservés, des zones réservées aux fumeurs. En dehors de ces zones-là, le salarié ne peut pas fumer, faute de quoi le règlement intérieur peut stipuler que ce salarié peut être licencié. Imaginez un salarié en train de fumer au sein de son bureau, fenêtre ouverte, tête à l'extérieur, et il dégage la fumée à l'extérieur. Au sens du règlement intérieur, il a commis une faute. Une faute grave, de par la disposition du règlement intérieur qui indique que pour fumer, il faut aller vers la zone des fumeurs. C'est une faute. Elle est grave. Mais imaginez un autre salarié qui fume dans l'enceinte de l'entreprise.
dans la chaîne du travail. Il n'y a aucun doute que cette fois-ci, par rapport à la première, que c'est une faute également grave. Parce que celui qui fume, il porte atteinte non seulement à sa santé, mais à la santé d'autrui. Avec le premier, il se faisait préjudice à lui-même en fumant et en dégageant sa fumée à l'extérieur. Mais imaginez un troisième salarié dans une entreprise d'embouteillage de gaz, en train de fumer une cigarette sur la grande citerne de gaz. Et pour éteindre cette cigarette, il a eu le culot de prendre la cigarette et de l'éteindre directement sur cette citerne-là. L'explosion de la région, de la ville. Donc vous voyez que la troisième faute commise par le salarié qui travaille dans une usine d'embouteillage du gaz et qui fume devant une citerne de gaz et qui a l'audace d'éteindre sa cigarette sur la grande citerne de gaz, c'est une faute plus grave que la faute grave. C'est ce qui caractérise ce que la doctrine et ce que certaines législations appellent la faute lourde. Al-khata' al-fadi', al-khata' alladhi la yughfar. Ça veut dire quelque part, lorsqu'on a commis une faute lourde, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo sur la gravité de la faute. Mais lorsqu'on a commis une faute grave, il est grave. Il est certainement grave. Mais lorsque l'employeur prétend que le salarié a commis une faute grave, comme le salarié qui a fumé dans son bureau, fenêtre ouverte, tête à l'extérieur, on peut discuter de la gravité de cette faute-là. C'est la raison pour laquelle le dernier paragraphe de l'article 42 du Code du travail indique que lorsque l'employeur utilise son pouvoir réglementaire pour licencier un salarié, pour considérer un salarié comme ayant commis une faute grave ou une faute légère, en fait, pour sanctionner un salarié, celui qui doit nous dire est-ce que le salarié a véritablement commis une faute ou pas, qui doit vérifier ce pouvoir sanctionnateur de l'employeur, c'est le juge. C'est la raison pour laquelle, comme je viens de dire, l'article 42, dernier paragraphe du Code du travail, nous indique « sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire les décisions prises par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire ». Quelque part, ce dernier paragraphe dit à l'employeur, « Monsieur l'employeur, vous êtes libre d'exercer votre pouvoir disciplinaire comme vous souhaitez. Mais le dernier mot, c'est moi le juge qui va l'avoir. C'est moi qui va vous indiquer est-ce que le salarié qui a fumé une cigarette a commis une faute ou n'a pas commis du tout une faute. » C'est la raison pour laquelle le fait de fumer une cigarette dans son bureau, fenêtre ouverte, tête à l'extérieur, constitue certainement une faute, mais cette faute, il a été qualifié de légère, qui ne nécessite pas le licenciement. Ce qui veut dire que le juge a indiqué dans ce cas présent que le licenciement est abusif. Alors même qu'il a considéré que le fait de fumer une cigarette à côté de ses collègues de travail, dans la chaîne de travail, constitue une faute grave parce qu'il y a irrespect du règlement intérieur d'un côté et parce que cela nuit à la santé et à la sécurité. Bien sûr, lorsque le salarié commet ce fait-là dans une entreprise où il y a un risque, une entreprise de pétrole, une entreprise d'embouteillage, une entreprise où il y a un risque d'incendie, le juge n'hésitera pas à qualifier cette faute de faute grave et à indiquer que l'employeur a raison d'utiliser son pouvoir disciplinaire à l'encontre de ses salariés. Quid, qu'en est-il lorsque le salarié a commis une faute légère? Quelle est la sanction que l'employeur doit lui infliger dans le cadre de son pouvoir disciplinaire? Dans le temps, il y avait un décret, le décret de 1948, qui faisait office du statut type de toutes les entreprises. النظام النموذجي ديال المقاولات ديال 1948 اللي تلغى دابا لغاتو مدونات الشغل. Il indiquait que lorsque le salarié a commis une faute légère, l'employeur peut choisir entre les sanctions suivantes: l'avertissement, le blâme, la mise à pied, la mutation,
la rétrogradation, c'est à l'employeur de voir quelle est la sanction proposée par l'article 6 du statut type de 1948 qui correspond à la faute commise par le salarié. Ben, cette faute, il est moins grave, il n'est pas du tout grave, alors je décide de lui infliger un avertissement. Là, cette faute-là, il est très grave. Alors je vais prononcer une rétrogradation du salarié, ou une mutation du salarié. C'est l'employeur qui décidait. C'est fini ce temps-là. On dit, dans le cadre le décret de 1948, que le pouvoir de proportionnalité, appartenait à l'employeur. C'est l'employeur qui avait ce pouvoir de nous dire, par rapport à la faute commise, quelle est la sanction qui lui correspond. Alors que, dans le cadre du Code du travail, ce pouvoir de proportionnalité a été remplacé par un autre pouvoir, par un obstacle à ce pouvoir de la part de l'employeur, appelé le principe de la graduation. Ça veut dire que l'employeur n'a plus la main libre comme avant pour décider quelle est la sanction qu'il doit infliger à son salarié. Est-ce qu'il doit lui infliger un blâme, un avertissement, une mise à pied, une rétrogradation, une mutation? C'est terminé ce temps-là. L'employeur, de par les dispositions de l'article 37 du Code du travail, doit obligatoirement respecter le principe de la graduation. Que veut dire ce principe de graduation? Lorsque le salarié a commis sa première faute légère, je ne sais pas quel jour sommes-nous, j'ai perdu la notion d'il le temps, mais je pense qu'on est vers le 20 ou le 21. Le salarié, disons qu'on est le 21 aujourd'hui. Le 21 décembre 2000. Le salarié a commis sa première faute légère. L'employeur souhaite le sanctionner, exercer son pouvoir disciplinaire à son encontre. Conformément à l'article 37 du Code du travail, il ne peut faire autre chose que lui adresser le premier degré de sanction, à savoir un avertissement. Il ne peut pas, pour une première faute légère, lui adresser, lui infliger un blâme. C'est interdit. L'article 37 indique qu'il faudra respecter une graduation. Tadarruj. Premier degré de faute, premier degré de sanction, un avertissement. Le salarié, le mois d'après, a commis une autre faute légère. Il s'est absenté une journée. L'employeur décide de le sanctionner. Il passe au deuxième degré de sanction, à savoir un blâme, toubir. Quelques mois plus tard, le salarié commet sa troisième faute légère. Encore une fois, il est venu en retard, par exemple. L'employeur utilisera, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, le troisième degré de sanction disciplinaire par graduation, c'est-à-dire un deuxième blâme. Attention, ce n'est pas un blâme, c'est le deuxième blâme. La lettre doit indiquer votre deuxième blâme, ce qui correspond à sa troisième faute. Ou, s'il le souhaite, il peut infliger au salarié une mise à pied de 1 à 8 jours. Mise à pied, ça veut dire la mise à pied ne peut en aucun cas dépasser 8 jours. C'est le fait de demander au salarié d'arrêter de travailler, de le punir en lui demandant d'arrêter de travailler. Donc c'est un cas de suspension de contrat de travail sans salaire, parce que c'est une punition. Et la durée de cette mise à pied ne peut en aucun cas dépasser 8 jours, étant entendu que l'employeur est libre de la fixer à 1 journée, à 2 journées, à 3 journées, à 4 journées. C'est le pouvoir disciplinaire de l'employeur qui décide. Troisième faute légère commise par le salarié, en application du principe de la graduation, troisième degré de sanction, soit un deuxième blâme, soit une mise à pied qui ne peut en aucun cas dépasser 8 jours. Ce salarié a récidivé. Encore une fois, quelques mois plus tard, il a commis une quatrième faute légère. Il s'est absenté encore une fois une journée.
Donc il a cumulé 2 journées, mais elle m'a le 4 pour qu'on puisse le licencier. L'employeur décide de le licencier. Il faut qu'il lui adresse soit un troisième blâme, mais c'est un blâme. Le blâme qui correspond au deuxième degré. Le deuxième blâme, il correspond au troisième degré. Le troisième blâme veut dire que le salarié a commis sa 4e faute légère. Sa 4e faute légère. Ou, si jamais l'employeur ne souhaite lui infliger une sanction plus grave, il peut le muter dans un autre établissement ou dans un autre lieu de travail à condition, avec une condition. Ce lieu de travail ou ce nouveau établissement ne doit pas être loin du domicile du salarié. Il ne faut pas que ce changement du lieu ou de l'établissement fasse que le salarié change de domicile. Il faut qu'il prenne en considération la résidence du salarié. Un salarié, par exemple, qui travaille à Mkines, dans la zone de Sidi Bouskri, et l'employeur dispose d'une autre entreprise, qu'est-ce que j'en sais, moi, la zone de Sidi Slimane Moulkifen. Il peut lui infliger parce que ça n'a aucune influence sur la résidence du salarié. Mais lorsque le salarié travaille à Sidi Bouskri et on le décide de le muter à Wiesland, par exemple, alors que lui, il habite du côté de Sidi Bouskri, ceci va l'amener à changer de résidence pour habiter trop près de son entreprise, pour ne pas avoir un temps, un grand temps pour aller revenir au travail. Dans ce cas-là, il est obligé de changer de résidence, c'est impossible. L'article 37 nous indique qu'on peut infliger, si le salarié commet une 4e faute légère au bout d'une année, une 4e sanction, le 4e degré de sanction, qui est un 3e blâme, ou une mutation de l'affectation du salarié à un autre établissement ou à un autre travail, à condition que ceci ne puisse toucher la résidence du salarié. 5e faute légère. Alors là, nous avons 2 situations. Le salarié Mardil Walidin, l'irda alayhi Allah wa Rabbi, ou chef Sibelhadou, Sayyidina Rasulullah sallam ou Moulana. Rappelez-vous, la première faute légère a été commise, nous avons dit, le 21 du mois de décembre. La 5e faute légère a été commise le 22 du mois de décembre de l'année d'après, des années. Se sont passés entre la première faute et la 5e faute plus de 365 jours. On efface l'ardoise et on recommence à zéro. C'est-à-dire un avertissement. Et lorsqu'il commet la 2e faute, un blâme. Lorsqu'il commet la 3e faute légère toujours, un 2e blâme et ainsi de suite. Si, par contre, le salarié commet sa 5e faute légère dans l'intervalle de 365 jours à partir de la commission de la première faute légère, il est considéré comme licencié sans indemnité, sans préavis. On peut le licencier parce qu'il s'agit d'une 5e faute commise à l'intervalle de 365 jours. La 5e faute commise à l'intervalle de 365 jours constitue, de par les dispositions de l'article 37 du Code du travail, une possibilité du renvoi du salarié, du licenciement du salarié sans indemnité et sans préavis. Lorsque l'employeur souhaite infliger le 3e ou le 4e ou le 5e degré de sanction, le 3e, il y a 2e blâme, ou une mise à pied de moins de 8 jours, la 4e, il y a 3e blâme, ou un changement d'affectation de travail, la 5e, c'est le licenciement. Il faudra qu'il respecte une procédure prévue par l'article 62 du Code du travail, qu'on appelle la procédure de licenciement ou encore la procédure d'audition du salarié. Mistarat Sibal Agir. Le licenciement disciplinaire. Donc, pour l'avertissement, 1er degré de sanction. Pour le blâme, 2e degré de sanction. L'employeur n'est pas dans l'obligation de respecter la procédure d'écoute des salariés. Mistarat Sibal Agir.
Mais lorsqu'il souhaite infliger soit la troisième, soit la quatrième, soit la cinquième, c'est-à-dire le licenciement, il est dans l'obligation de respecter une procédure de A jusqu'à Z, qui impose des délais, qui impose des règles à suivre, faute de quoi la sanction serait illégale, serait illicite, serait irrespectueuse de la forme prévue par les dispositions de l'article 62 du Code du travail. Voici donc ce qu'il y a à dire sur les fautes légères. Faute légère, définition, c'est une faute d'une gravité telle qu'elle laisse présager la possibilité de continuer la relation de travail. Mais il mérite une sanction. C'est l'employeur qui, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, sanctionne le salarié. Comment? En respectant le principe posé aujourd'hui par l'article 37, à savoir le principe de la graduation. Ce principe indique 5 degrés de sanction. Pour une première faute, une première sanction, l'avertissement. Pour une deuxième faute, une deuxième sanction, le blâme. Pour une troisième faute, un troisième degré de sanction, soit un deuxième blâme, soit une mise à pied entre 1 jour et 8 jours. Pour une quatrième faute, un troisième blâme ou une mutation sans toucher le domicile du salarié. Pour une cinquième faute, le licenciement, parce que le salarié a commis la faute dans l'intervalle de 365 jours à partir de la commission de la première faute. Voici ce qu'il y a à dire pour la faute légère, al-khata al-khafif. Quid? Qu'en est-il lorsqu'il s'agit de la faute grave? Rappelons-le, la faute grave est une faute qui rend impossible le maintien du salarié, même pendant le préavis. C'est une faute d'une telle gravité qu'on ne peut même pas accorder au salarié la faculté, la possibilité d'aller chercher un travail via une période de préavis. Et bien entendu, parce qu'il a commis une faute grave, il ne va toucher aucune indemnité, pas un centime. Sauf, bien entendu, les droits issus du contrat. S'il a travaillé, il a droit au salaire correspondant au jour de travail. Pour toute la période pour laquelle il a travaillé, il aura droit à une indemnité compensatrice du congé payé. Mais pour le reste, l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de dommages et intérêts, il ne touche rien du tout. L'article 39 du Code du travail nous donne une liste de certaines fautes qui sont considérées comme étant des fautes graves. C'est une liste, ce n'est pas une définition. Il nous dit, sont considérées comme étant des fautes graves, les fautes suivantes. Et la doctrine et la jurisprudence se sont posé la question, est-ce que les fautes énumérées par l'article 39 du Code du travail sont indiquées à titre indicatif ou limitatif? C'est-à-dire, est-ce que la liste établie par l'article 39 constitue les seules fautes graves que l'employeur peut invoquer? Ou l'employeur peut recourir à d'autres fautes qui ne figurent pas dans l'article 39. La jurisprudence, la Cour de cassation a indiqué, la chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué que la liste énumérée par l'article 39 du Code du travail est énumérée à titre d'exemple seulement, à titre indicatif seulement. C'est-à-dire que l'employeur peut, s'il le souhaite, évoquer d'autres fautes qui ne figurent pas dans l'article 39. Mais lisons un peu les fautes qui sont énumérées par l'article 39. Sont considérées comme des fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié les délits portant atteinte à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs, ayant donné lieu à un jugement définitif et privatif de liberté. Les mots, ils ont un sens. Le salarié, vous êtes licencié par quoi? Parce que vous avez été condamné. Parce que vous avez été condamné. Parce que vous avez commis une infraction. Le Code du travail, c'est l'infraction commise par le salarié pour que l'employeur puisse l'évoquer comme motif de licenciement doit avoir un lien direct avec les infractions portant sur l'honneur, les infractions portant sur la confiance et les infractions portant sur les bonnes mœurs.
l'akhlaq al-hamida. Le fait, par exemple, de circuler tout nu dans la rue et d'être attrapé par la police, traduit devant la justice, pour kharq nidam al-am, constitue une atteinte qui porte atteinte aux bonnes mœurs. Le fait d'être pris en flagrant délit en train de violer un enfant constitue également une infraction qui porte atteinte aux bonnes mœurs. Le fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la confiance, le fait par exemple de voler, d'être condamné pour un vol, mchiti au supermarché ou mchiti chez Blassa ou Sarkti, et vous avez été condamné. Cette infraction porte atteinte au degré de confiance qu'on fait à la personne. Vous avez établi un chèque sans provision, vous avez été condamné pour. C'est une infraction qui porte atteinte à la confiance qu'on doit vis-à-vis d'une personne. Le Code du travail nous indique que lorsque l'infraction porte sur quelque chose qui a un lien avec l'honneur, la confiance ou les bonnes mœurs, et que cette infraction a donné lieu à un jugement, mais c'est au premier degré, mais c'est devant la cour d'appel, un jugement définitif. Inch'Allah, lorsque nous allons engager les cours de la procédure civile, nous allons étudier les jugements définitifs, les jugements insusceptibles de recours et les jugements de premier degré. Jugement définitif, ça veut dire qu'il est insusceptible de recours. Aucune voie de recours n'est ouverte. On ne peut plus recourir à l'appel, ni à l'opposition, ni à la cassation, ni à la rétractation. Il est devenu définitif, insusceptible de recours. Et il faut également, nous dit l'article 39 du Code du travail, il faut qu'il soit privatif de liberté. C'est comme بسجل الأجير أبغى يحكم ليه بالبراءة لفائدة الشك relax pour bénéfice de doute أو لا حكم عليه بالسجن موقف avec sursis, prison mais avec sursis. Ça ne fait pas partie des fautes graves parce que l'article 39 exige que l'infraction porte atteinte à la confiance, aux bonnes mœurs, à l'honneur et qu'il soit définitif, c'est-à-dire insusceptible du recours, et que le salarié soit emprisonné. Ce n'est que lorsque ces trois conditions sont réunies qu'on peut considérer que le salarié a commis une faute grave et que l'employeur peut le licencier. Le Code du travail nous indique que le fait de commettre les faits suivants à l'intérieur de l'entreprise ou pendant les heures de travail, l'entreprise ou pendant l'exercice de son activité au sein de l'entreprise. Quels sont ces faits? Ils sont toujours énumérés par l'article 39 et qui sont les suivants. Le vol, sarika. L'abus de confiance, khiyanat al-amana. Quand je vous vole, c'est la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. L'abus de confiance, je vous donne un dictat et je vous demande de le garder jusqu'à la fin de ce cours. À la fin du cours, je vous demande de me restituer mon livre. La différence entre le vol et l'abus de confiance, c'est que le vol, c'est une soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui, alors que l'abus de confiance, c'est on vous remet une chose et vous ne la remettez pas à son titulaire, ce qui constitue un abus de confiance, qui constitue au sens de l'article 39 une faute grave également. L'ivresse publique, sukr al-alani. Et là j'ai un problème. Est-ce que le fait de prendre quelques bières, 2-3 bières, constitue un état d'ivresse publique? L'ivresse c'est quoi? Sukr c'est quoi? Est-ce que c'est le fait de consommer les boissons alcooliques ou d'être en état d'ivresse complète? Lorsque nous lisons attentivement les PV établis par la police judiciaire à l'occasion de l'arrestation d'un ivrogne, en flagrant délit la voie publique. ملي تتقبط الفرقونات شي واحد سكران وتيديروا ليه محضر ديال حاله تلبس بالسكر العلني. Ce PV établi par la police judiciaire sur le flagrant délit d'état d'ivresse contient quelques éléments qu'on retrouve dans tous les PV de Tanja al-Gouera. بينما كانت السرية رقم كذا متوجهة إلى شارع محمد الخامس بأمر من رئيسها الضابط فلان ولا العقيد فلان ولا كذا فلان،
بينما تبين لها رجل يسير يمينا وشمالا بل شي واحد يسير يمينا وشمالا. دونك العلامه الاولى ديال السكر خص شي واحد يبقى يكون غادي هكا تيمشي باليمين وباليسار. ثانيا في نفس المحضر تلقاو واقتربنا منه وبدات رائحه الخمر تلوح من فمه. Deuxième élément, donc, pour caractériser l'état d'ivresse pénal, le fait que l'odeur de l'alcool se dégage fortement de cette personne. فسألناه عن هويته، سولنا على سميتو، فبدأ يتعسل السمية ديالي. Trois éléments. Il va de gauche à droite, donc il n'est pas stable. L'odeur, il sent l'alcool, il pue l'alcool comme on dit communément. Et troisièmement, il parle, mais d'une manière qui laisse croire que ce monsieur n'est pas bien, c'est-à-dire qu'il est en situation d'ivresse. Est-ce que c'est les mêmes situations qui doivent prévaloir dans l'entreprise pour considérer un salarié en situation d'ivresse, en état d'ivresse, comme le stipule l'article 39, l'ivresse publique, sukr al-alani, ou bien le fait simplement de consommer l'alcool? Je pense qu'il faudra revenir au basique. Le Maroc nous dit la Constitution est un État musulman, l'alcool il est interdit, et à mon sens, le fait de consommer de l'alcool, même si les éléments de l'ivresse publique n'apparaissent pas, même si mais il suffit que l'employeur fasse un alcotest soudain à tous ses salariés et qu'il constate la présence de l'alcool dans le sang pour constater que le salarié a commis une faute grave, à savoir, bien entendu, la consommation de l'alcool. Il peut également sentir l'odeur de l'alcool et demander à ce salarié de faire un prélèvement sanguin et suite à ce prélèvement, le constat indique qu'il y a présence de l'alcool dans le sang et par conséquent, ce salarié serait, à mon sens, selon moi, comme étant dans une situation d'ivresse publique qui justifie le renvoi de ce dernier. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays musulman et qu'il y a une tolérance zéro en matière de consommation de l'alcool. Autre faute, la consommation des stupéfiants. Parce qu'il a parlé de stupéfiants. La consommation de la drogue, toutes les drogues. La cocaïne, la morphine, toutes les drogues, de quelque type qu'elles soient, lorsque le salarié en a usé et que l'employeur prouve cet usage pendant l'exercice de son activité au sein de l'entreprise, ou là, même s'il a quitté l'entreprise, il ne travaille pas, mais en dehors des heures de travail de ce dernier, il est venu au sein de l'entreprise, dans cet état-là, l'employeur peut considérer ce fait-là comme étant une faute grave qui justifie le renvoi. L'insulte grave, là je suis devant quelque chose qui relève de la compétence exclusive du juge. Qu'est-ce que Kalimat Hamar par exemple. Hamar, vous avez des gens et des villes que le mot Hamar, espèce d'âne, ne veut rien dire. Il ne veut pas dire ce que certaines traditions de certaines régions du Maroc entendent par ce mot. Mais vous avez d'autres régions, le sud par exemple, donc le mot insulte grave varie d'une région à une autre. Les insultes de la région du Nord, Tanja, Titouane, etc., ne ressemblent en rien les insultes de la région de Casa et qui ne ressemblent en rien à ceux de Mknes. Un mot qui est intolérable à Tanger, les moins également à Mknes, mais il l'est plus dans d'autres régions également. C'est la raison pour laquelle l'insulte grave est contrôlée par le juge pour nous dire est-ce que les mots prononcés par le salarié constituent véritablement des mots, des insultes graves ou pas. Par exemple, le juge a indiqué que le salarié qui a indiqué à son employeur ces mots-là ne constituent pas une insulte grave parce qu'ils ne veulent pas dire qu'il l'a insulté. Donc les insultes doivent être d'une grande véracité et d'une grande énergie pour qu'ils soient acceptés par le juge
toutes les insultes, etc., pourraient être sans véritablement qu'il y ait lieu de discussion comme étant des insultes graves, mais les autres peuvent également faire l'objet d'un contrôle du juge qui a considéré plusieurs insultes, plusieurs mots utilisés par les salariés comme n'étant pas des insultes graves. Une autre faute qui est le plus souvent invoquée par les employeurs, c'est la faute, j'allais dire, bateau, qui passe partout, que l'employeur utilise le plus souvent. Le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter un travail de sa compétence. Rappelez-vous, le lien de la subordination juridique exige que le salarié respecte toutes les ordres et les directives données par l'employeur. Mais ces directives et ces ordres doivent quand même respecter la dignité du salarié et ils doivent respecter le travail pour lequel le salarié est engagé. On ne peut pas lui demander de faire autre chose. Mais si jamais on demande à un salarié d'être muté à une autre ville sans que son contrat de travail contienne une clause de mobilité géographique, il a le droit de refuser. Mais si son contrat de travail contient une clause de mobilité géographique et il refuse la mutation, on peut utiliser cette faute grave, le refus délibéré et injustifié d'exécuter un travail rentrant dans ses fonctions. Ou bien le salarié est embauché pour exercer une activité d'ouvrier et il est écrit que M. X est engagé pour exécuter tous les travaux que l'employeur lui demande de faire et il refuse de faire tel ou tel travail. L'employeur peut utiliser le refus d'exécuter une tâche rentrant dans les fonctions comme étant une faute grave parce qu'il est énuméré par l'article 39 du Code du travail. Autre faute, la détérioration grave des équipements, des machines et des matières premières causée délibérément par le salarié à la suite de sa négligence. On lui confie un matériel, mais suite à sa négligence, ce matériel est détérioré. L'exemple type, un chauffeur, on lui accorde un camion, une voiture, et c'est lui qui doit vérifier le kilométrage. Mais il a omis d'indiquer le responsable du parc ou le chef d'INO qu'il faut faire la vidange. Et il n'a pas pu faire de la vidange, on tombe ce qui a fait caler le moteur, c'est le moteur. Qui est le responsable? Ben c'est le salarié, c'est le chauffeur. Parce que arrivé l'échéance, le changement d'huile de vidange, il doit l'indiquer au service d'entretien, au service d'achat, au service responsable, pour que ces derniers s'occupent, bien sûr, de cette opération. Le fait qu'il l'ait négligé et que ceci a causé une perte du moteur du camion de la voiture constitue une faute grave de la part de ce salarié. Autre faute, l'absence de plus de 4 jours, même 4 jours consécutifs, même étalés sur l'année, ou 8 demi-journées pendant un intervalle d'une année. Ce n'est pas une année calendaire du 1er janvier au 31 décembre. Non, à partir de la première faute qui commence, par exemple, aujourd'hui, l'année se termine l'année d'après, le même jour. Si le salarié réunit 4 absences et il s'absente une 5e fois, ou si le salarié réunit 8 demi-journées et il s'absente une demi-journée, c'est-à-dire une 9e demi-journée, de par les dispositions de l'article 39 du Code du travail, il est considéré comme ayant commis une faute grave qui justifie le renvoi d'ILO. Absence injustifiée. Absence injustifiée. Mais s'il arrive à justifier son absence, parce que ma mère était gravement malade et j'étais obligé de l'amener à l'hôpital à Rabat et de rester avec elle. Et comme j'avais la tête ailleurs, je ne pouvais pas vous aviser. Cette absence-là peut être considérée comme étant justifiée. Parce que j'étais malade et mon état était extrêmement grave. J'avais le Covid-19, je n'arrivais pas à respirer et je n'arrivais pas à vous présenter le certificat médical en temps voulu. C'est ça qui justifie mon absence. L'absence, il est justifié. Vous voyez, il y a des situations où le salarié peut justifier son absence, mais il y en a d'autres où l'absence, pourquoi vous vous êtes absenté? Le salarié n'arrive pas à justifier son absence. Et dans ce cas-là, l'absence au-delà de 4 jours, dans une année, dans l'intervalle d'une année, ou 8 demi-journées dans l'intervalle d'une année, c'est-à-dire la 9e demi-journée ou le 5e jour d'absence, constitue une faute grave de la part du salarié qui justifie son renvoi immédiat, sans indemnité
sans préavis. Autre faute, la faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à l'employeur. Si Wahed lit une faute, dans un exemple, le salarié qui doit veiller sur un élément de contrôle. Vous allez surveiller le bouton. Si il est vert, vous voyez qu'il est vert. Si jamais il s'allume en rouge, vous appelez le directeur technique, vous appelez la police et vous appelez les pompiers. Vous contrôlez ce bouton. Lorsqu'il s'allume en rouge, ça veut dire que la situation est grave. Il faudra que le directeur technique, que le directeur de l'entreprise soit au courant. Il faudra que la police soit au courant et que le pompier arrive sur le champ. Le salarié était complètement endormi alors que l'employeur a subi ce préjudice-là parce que le salarié n'a pas pu aviser ses services à temps. C'est le fait d'être endormi qui a causé ce préjudice à l'employeur, donc il serait considéré comme ayant commis une faute grave qui a occasionné un grave dommage à l'entreprise. Une faute, aujourd'hui, je le vois très souvent dans mon activité de consulting, on m'appelle pour me dire, écoutez, les salariés refusent de mettre la bavette, les salariés refusent de manger avec le respect de la distanciation sociale dans l'entreprise, les salariés refusent les mesures draconiennes imposées par les autorités, qu'est-ce que je fais? La réponse est là. L'inobservation par le salarié des instructions à suivre pour garantir la sécurité du travail ou de l'établissement ayant causé un dommage considérable. Cet article-là considère que le fait de ne pas respecter les mesures d'hygiène et de sécurité constitue une faute grave lorsque ils ont causé un dommage considérable. Mais il y a un autre article dans les dispositions qui portent sur la santé et la sécurité au travail et qui indique que justement le fait que le salarié ne respecte pas les mesures d'hygiène et de sécurité sans que cela ne cause un dommage considérable constitue une faute grave de la part du salarié qui permet à l'employeur de le renvoyer sans indemnité et sans préavis. Autre faute, l'incitation à la débauche. Vous savez, dans les usines de conservation du poisson, et dans les usines du textile, dans le câblage, etc., il y a pas mal de femmes qui travaillent. Et les femmes subissent le harcèlement de leurs collègues ou de leurs patrons. Et le Code du travail intervient pour nous dire, si un salarié harcèle une collègue au travail, en lui demandant des faveurs sexuelles, comme on dit chez nous, il la drague, et il prononce des mots vulgaires devant elle, etc., des mots qui laissent croire qu'il l'incite à la débauche, ceci constitue une faute grave qui justifie son renvoi immédiat également, sans indemnité et sans préavis. Dernière faute grave, toute forme de violence ou d'agression dirigée contre un salarié ou contre l'employeur ou contre son représentant portant atteinte au fonctionnement de l'entreprise. En règle générale, cette forme de violence et d'agression qui serait dirigée à l'encontre des salariés, de l'employeur ou des représentants voit le jour la plupart du temps à l'occasion des grèves. C'est la raison pour laquelle le Code du travail indique que dans ce cas, il faudra que l'inspecteur du travail constate cette agression, cette violence, et qu'il établit un procès verbal à cet effet. Après l'établissement de ce procès verbal par l'inspecteur du travail qui constate, qui voit, qui regarde ces faits violents, qui portent atteinte à l'employeur ou au salarié ou au représentant de l'employeur pour qu'il soit constitutif de faute grave qui justifie le renvoi. Ce sont là quelques fautes graves à titre, je le répète, indicatif. J'ai dit tout à l'heure que fumer une cigarette, vous voyez que fumer une cigarette ne constitue pas une faute grave figurant dans l'article 39. Mais vous avez convenu avec moi qu'il pourrait carrément être une faute lourde pour un salarié qui travaille dans une entreprise
de mise en bouteille de gaz. La nouveauté du Code du travail, c'est qu'il a apporté également une innovation en indiquant que l'employeur ou son représentant peuvent également commettre des fautes graves à l'encontre des salariés. Les fautes graves ne sont pas uniquement envisagées côté salarié, mais ils peuvent également être envisagées côté employeur qui commettra des fautes graves à l'encontre de ses salariés. Ils sont énumérés par l'article 40 du Code du travail comme suit. Première faute, les insultes graves. L'employeur qui insulte, il part avec ce langage-là avec ses salariés. C'est des fautes graves commises par l'employeur à l'encontre de son salarié. La pratique de toute forme de violence ou d'agression dirigée à l'encontre du salarié. Je le dis très souvent à mes étudiants que cette expression utilisée par le législateur marocain est beaucoup plus riche et beaucoup plus large que l'expression utilisée par le Code du travail français qui, au lieu de cette expression, parle du harcèlement moral. Mais chez nous, regardez, la pratique de toute forme de violence, c'est-à-dire même la violence morale, il rentre, ou d'agression, ou d'agression, dirigée à l'encontre le salarié, constitue, au sens de l'article 40 du Code du travail, comme étant une faute grave commise par l'employeur à l'encontre du salarié. واحد تريتروغراديه واحد السيد كان كادر تتريتروغراديه وتديرو في واحد البيرو تتقول له قاعد هنايا. C'est une forme de violence morale qui permet à ce salarié d'invoquer devant un tribunal un harcèlement moral et par conséquent de dire qu'il a été licencié abusivement. Troisième faute commise par l'employeur à son salarié, l'incitation à la débauche. Et la quatrième faute, le harcèlement sexuel. Mais j'ai un problème. Est-ce que le harcèlement sexuel, il équivaut, c'est la même chose que l'incitation à la débauche? Si c'est le cas, je juge. Pourquoi on les a cités tous les deux dans l'article 40? On aurait pu se contenter de l'un ou de l'autre. Si jamais l'incitation à la débauche regroupe également le harcèlement sexuel, ou se contenter d'indiquer le harcèlement sexuel lorsque ce dernier englobe également l'incitation à la débauche. Mais nous avons une définition du harcèlement sexuel dans le code pénal marocain. Et c'est celui qui va nous permettre de distinguer l'incitation à la débauche du harcèlement sexuel. Lorsque le salarié subit une incitation de la débauche de la part de son employeur ou de son représentant. Qu'est-ce qu'une incitation à la débauche? On dit dans notre langage courant, بالعربية, تيصيدها, تيدقاليها, etc. C'est-à-dire, il lui demande des faveurs qu'on comprend bien qu'il cache quelque chose de sexuel. Ce sont tous des incitations à la débauche. On sait que derrière ce patron-là ou son représentant, il y a des idées malsaines, de nature sexuelle. Mais lorsqu'on parle du harcèlement sexuel, c'est une autorité, le patron ou son représentant, qui dit à son salarié, tous les goûts sexuels sont bons. Ça pourrait être une patronne vis-à-vis de son salarié, comme ça pourrait être un patron vis-à-vis de son salarié, comme ça pourrait être des gens du même sexe. Tous les goûts sont permis. L'expression est vague. Il englobe tous les goûts sexuels. Il indique à son salarié, soit vous acceptez de m'accorder des faveurs sexuelles, soit je vais altérer votre situation professionnelle. Vous aurez plus de travail, vous ne serez pas augmenté, vous ne serez pas promu, je vais rabaisser vos salaires, je vais vous licencier, je vais vous mettre, comment dirais-je, au carreau, etc. C'est-à-dire utiliser son pouvoir pour demander des faveurs sexuelles, avec la menace d'altérer la situation professionnelle dit le salarié. Vous faites ceci, sinon je vous fais ça. C'est ça le harcèlement sexuel. Mais si jamais on se contente d'indiquer et de demander, j'allais dire, entre guillemets, gentiment,
des faveurs sexuelles, sans qu'il y ait de menaces derrière, ceci s'appelle l'incitation à la débauche. Dans un jugement rendu par un tribunal de fond, il est indiqué que le fait que la salariée, après s'être absentée pendant un moment, le congédié pendant un moment, et lorsqu'il est rentré de son congé, son chef direct lui indique devant ses collègues au travail, tu m'as manqué chérie. Tu es chez quel biba. Premier élément, devant les collègues, même chef le congé, il lui a indiqué devant, témoin, à l'appui, tu m'as manqué chérie. Donc il n'a pas répondu, il l'a vu d'un mauvais œil. Qu'est-ce que c'est que ce patron qui me parle comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce comportement irrespectueux vis-à-vis de ma dignité? Le midi, lorsqu'il mangeait dans le restaurant de l'entreprise, autour d'une table où il y avait les collègues, il lui fait les dessous du pied. Il cherchait ses pieds pour essayer de les caresser et de les toucher. Donc, deuxième fait, il essayait de lui toucher, de le faire, on appelle ceci le dessous de table, faire les pieds de dessous de table. Troisième fait, Fléchia, il lui a envoyé un bouquet de roses rouges. Toutes les filles le savent. Les roses rouges, c'est le symbole de l'amour. Ce qui veut dire quoi? C'est un chef. Tous ces gestes-là laissent entendre qu'il a une vision derrière la tête qui est de nature sexuelle. Mais les tribunaux, ils ont dit non, parce qu'il n'y a pas de menace. Parce qu'il n'y a pas de menace. Et ce n'est pas une incitation à la débauche, parce qu'il n'a pas, en dehors du fait que tu m'as manqué chérie, il n'a pas utilisé des expressions qui laissent croire qu'il demandait des faveurs sexuelles. Vous voyez que c'est très 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 difficile pour une femme au Maroc de prouver qu'il a subi le harcèlement sexuel, d'autant plus que ce dernier se déroule en règle générale dans un bureau, porte fermée, fenêtre fermée, sans témoin, sans que personne ne puisse se rendre compte de son existence. Et le pire, c'est le dernier alinéa de l'article 40 qui indique que est assimilé à un licenciement abusif le fait pour le salarié de quitter l'entreprise suite à l'une de ces fautes énumérées par l'article 40, liées à l'insulte grave, l'usage de toute forme de violence, l'incitation à la débauche ou le harcèlement sexuel, mais à condition que lorsque les salariés établis par preuve que l'employeur ou son représentant ont commis ces fautes-là, pour que le salarié puisse quitter l'entreprise en se considérant comme étant licencié abusivement, il faudra qu'il apporte devant le juge la preuve qu'il a subi l'un de ces gestes, que l'employeur l'a insulté et qu'il apporte la preuve de ses insultes, que l'employeur a commis vis-à-vis de lui un harcèlement moral et qu'il apporte la preuve de cet harcèlement, que l'employeur ou son représentant lui ont fait une incitation à la débauche et qu'il apporte la preuve de ces derniers, ou encore un harcèlement sexuel. J'ai dit tout à l'heure que ces méfaits-là se commettent dans le cadre de bureaux, dans le cadre d'un bureau fermé, fenêtre fermée, sans témoin, ce qui rend cette mission pratiquement impossible pour le salarié. C'est la raison pour laquelle certaines législations, comme celle de la France par exemple, indiquent qu'il suffit que le salarié allègue le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral et qu'il donne des indications, des éléments qui laissent croire qu'il y a véritablement cet harcèlement sexuel et il revient à la charge, c'est-à-dire on renverse le régime de la preuve au lieu que ce soit le salarié qui prouve que il a prouvé un harcèlement sexuel ou une incitation à la débauche, il revient à l'employeur de prouver qu'il ne les a pas commis parce que le salarié a présenté des éléments, j'allais dire un commencement de preuve, des éléments tangibles qui laissent croire à ce qu'il existe véritablement un harcèlement sexuel, un harcèlement moral, une incitation à la débauche en France, si le salarié apporte à travers des éléments. Je vais vous dire quelques éléments. Pourquoi toutes mes collègues, ils ont été augmentés sauf moi? Pourquoi tout le monde bénéficie d'une formation sauf moi? Pourquoi je suis très mal noté à la fin de chaque évaluation? Tous ces éléments-là,
laisse croire que le salarié est dans une situation où il subit un harcèlement. Il revient à l'employeur de prouver le contraire. Vous n'avez pas subi la formation parce que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour la faire. Vous n'avez pas été augmenté parce que vous avez été mal évalué, parce que vous avez fait mal votre boulot. Si jamais l'employeur n'arrive pas à apporter la preuve de l'existence des éléments objectifs qui laissent croire qu'il n'y a pas d'harcèlement moral, il n'y a pas d'harcèlement sexuel, il n'y a pas d'incitation à la débauche, le salarié est considéré comme étant licencié abusivement et il touchera les 3 indemnités prévues par le Code du travail, à savoir l'indemnité de licenciement, le dommage et intérêt et l'indemnité de compensatrice de préavis. C'est ce qu'il y a à dire sur les fautes graves. Dans le prochain cours, Inch'Allah, qui aura lieu demain à la même heure, 9 h, 2 cours, nous allons étudier la procédure de licenciement, la procédure de licenciement disciplinaire, la procédure de licenciement pour des raisons économiques, technologiques et structurelles, et les effets du licenciement. Par exemple, lorsqu'on licencie un salaire, il faudra lui donner des documents. Le STC, le solde pour tout compte, ou le certificat de travail, si jamais le licenciement est vicié, ou si jamais il y a un licenciement économique, le salarié pourra prétendre à certaines indemnités. Nous allons également savoir quel type d'indemnité auquel pourra prétendre le salarié en cas de licenciement. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver demain, Inch'Allah. Au revoir et à demain.